vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Régis Juanico pour la Nouvelle Gauche. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Selon une étude du cabinet Technologia réalisée en 2014, 3 millions d'actifs, soit 12% de la population active, seraient en risque élevé de burn-out. Le syndrome d'épuisement professionnel, ensemble des troubles psychiques que subissent les travailleurs confrontés à un environnement professionnel délétère, touche tous les secteurs d'activité, privés comme publics. Le syndrome d'épuisement professionnel, caractérisé par un surengagement au travail, puis par un effondrement, touche les personnels de santé, mais aussi les forces de sécurité. Les mobilisations récentes dans la police nationale, les EHPAD, les hôpitaux publics en sont la démonstration. Il touche indistinctement les ouvriers, les cadres, les agriculteurs, les médecins, les enseignants, les dirigeants de PME, les artisans, les employés, les salariés de Lidl, que je salue. Les facteurs de risque du burn-out sont connus et identifiés dans de nombreux rapports scientifiques. Certains modes de management et d'organisation du travail, la pression, la mise en concurrence des salariés, l'isolement, la surcharge de travail, le manque de reconnaissance professionnelle ou l'effacement de la frontière entre vie professionnelle et vie privée. Les symptômes sont connus: anxiété, troubles du sommeil ou digestif chronique, fatigue, hypertension. La question du syndrome de l'épuisement professionnel, du burn-out, n'est pas nouvelle. À la fin des années 2000, les crises suicidaires à France Télécom et à Renault ont abouti à une prise de conscience salutaire. Nous sommes un certain nombre ici à avoir travaillé depuis de longues années sur ce sujet, y compris, je dirais, la ministre Muriel Pénicaud, qui, je le regrette, n'a pas jugé utile d'être présente à l'Assemblée ce matin. L'Assemblée nationale et en son sein la Commission des affaires sociales a toujours été à la pointe du combat en faveur d'une meilleure reconnaissance du burn-out. En 2011, avec la constitution d'une mission d'information sur les risques psychosociaux, auquel nous avons participé avec Francis Vercamer sous la présidence de Marisol Touraine. Puis, en 2014, 30 députés signent l'appel des 10 000, avec les syndicalistes, un collectif de médecins du travail, des spécialistes des questions de santé au travail, comme Jean-Claude Delgene, pour une meilleure reconnaissance du burn-out. En août 2015, une première étape législative est franchie, avec l'adoption de la loi sur le dialogue social et l'emploi. Nous avons alors inscrit, pour la première fois dans la loi, que les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme des maladies d'origine professionnelle. En février 2016, le groupe socialiste dépose une première proposition de loi, à l'initiative de Benoît Hamon, pour une meilleure reconnaissance du burn-out. Enfin, en février 2017, notre ancien collègue Gérard Sebaoun, au nom d'une mission parlementaire de la Commission des affaires sociales, présidée par Yves Sancy, sur le syndrome d'épuisement professionnel, présente les conclusions de son rapport, adopté à l'unanimité. Le groupe Nouvelle Gauche est favorable à toutes les initiatives parlementaires visant à faciliter la reconnaissance du syndrome d'épuisement professionnel en tant que maladie professionnelle. Je veux remercier le groupe France Insoumise, et en particulier nos collègues François Ruffin et Adrien Quatennens, d'avoir inscrit à l'ordre du jour de nos débats cette proposition de loi dont nous partageons les objectifs. Pour autant, si nous partageons les objectifs, nous avons une petite différence sur les modalités pour parvenir à une meilleure reconnaissance du burn-out. La proposition de loi prévoit l'inscription dans la loi d'un nouveau tableau des maladies professionnelles qui semble très difficile à faire aboutir dans l'immédiat. À ce jour, seul le Danemark a inscrit en 2005 l'état de stress post-traumatique, et je rappelle à notre collègue Janvier que les militaires sont des professionnels. Et dans notre pays, il faut souligner que d'autres pathologies multifactorielles ont déjà été intégrées, par exemple le cancer du poumon dû à l'exposition à l'amiante. Mais outre que ces dispositions relèvent du pouvoir réglementaire,
Il faut savoir que l'évolution des tableaux dépend d'une discussion entre l'administration et une commission spécialisée dans les pathologies professionnelles au sein du Conseil d'orientation des conditions de travail. Elle nécessite un accord entre les partenaires sociaux. Or, nous savons que le patronat est farouchement hostile à la reconnaissance du burn-out. Pour avancer concrètement et plus rapidement, nous proposons pour notre part de modifier la procédure de reconnaissance complémentaire hors tableau. La procédure complémentaire permet à des salariés de déposer des dossiers de reconnaissance devant les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Mais nous considérons que ces derniers appliquent des critères trop restrictifs. La grande majorité des dossiers ne sont même pas examinés et sont écartés d'office. Les comités régionaux demandent aux salariés d'avoir un taux d'incapacité partielle permanente de 25%, ce qui est considérable. Les maladies psychiques ne peuvent pas entrer dans ce cadre. Les comités acceptent 600 dossiers par an, alors que 20 000 cas sont diagnostiqués aujourd'hui en Belgique. Du coup, quelques 10 000 cas de burn-out sont reconnus de façon détournée comme accident du travail. Conséquence, le burn-out entraîne des arrêts maladie classiques pris en charge financièrement par l'assurance maladie, financée par tous, alors qu'ils devraient être indemnisés par la branche accident du travail, maladie professionnelle, financée par les cotisations des employeurs, ce qui serait un moyen de les responsabiliser et de les inciter à une meilleure prévention. Le traitement des dossiers et leurs conditions de recevabilité varient en fonction des territoires. Les comités régionaux, par exemple celui d'Île-de-France, indiquent qu'ils rejettent la moitié des dossiers de reconnaissance pour affections psychiatriques qui lui sont soumis, car le taux d'incapacité partielle permanente est inférieur au seuil réglementaire. Dans l'un de ces rapports, la commission évaluant le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles dresse le constat d'une forte disparité de traitement entre les caisses dans leur pratique de reconnaissance et de fixation de ce taux d'incapacité. Nous proposons d'expérimenter l'abaissement du seuil de 25% d'incapacité permanente à 10%. Pourquoi 10%? La plupart des cas de dépression et d'épuisement professionnel donnent lieu à des incapacités qui se situent entre 12 et 15%. La majorité des dossiers de troubles psychiques pourraient être déclarés recevables et être examinés. Précisons qu'en Suède, ce seuil a été purement et simplement supprimé. Ce matin, j'ai entendu les mots complexité, interaction, multifactoriel. Christophe Castaner a même évoqué les contours mouvants du syndrome d'épuisement professionnel. Signe d'une certaine frilosité, mes chers collègues, notamment dans certains de nos rangs, et en particulier de la majorité. Ce sont les mots mêmes, avec le terme « usine à gaz », qu'utilisait une organisation patronale opposée, pour des raisons idéologiques, à la reconnaissance de la pénibilité au travail. Résultat aujourd'hui, le compte de prévention pénibilité est aujourd'hui fortement dégradé, en particulier pour le risque chimique, il me semble bon de le rappeler. Nous souhaitons que les futurs travaux parlementaires puissent aboutir à des avancées concrètes, prenant appui sur tout ce qui a été fait depuis près de 8 ans, grâce au travail commun de la majorité et de l'opposition. À l'instar de l'amendement défendu par Dino Cinieri et notre collègue Stéphane Viry en commission et qui a été adopté à l'unanimité et qui nous aurait permis de mieux évaluer le coût social du syndrome d'épuisement professionnel et qui allait dans la continuité des propositions du rapport Sebaoun. Dans la continuité de ce rapport, nous souhaitons plus largement repenser la prévention des risques psychosociaux dans une politique plus vaste de promotion de la qualité de vie au travail. Les risques psychosociaux devraient faire l'objet d'une obligation annuelle de négociation dans l'entreprise dans le cadre des négociations relatives à l'égalité femmes-hommes et de la qualité de vie au travail. Mes chers collègues, le législateur finit par avoir beaucoup de retard sur la société. Dans quelques mois, des centres de prise en charge de patients atteints de burn-out vont ouvrir leurs portes dans certaines villes, notamment à Villeurbanne. Les patients seront pris en charge à la journée, avec l'accord et le financement de l'Agence régionale de santé, alors que les pathologies psychiques sont très peu reconnues dans notre système qui aujourd'hui est devenu complètement inadapté et malthusien. Le débat doit se poursuivre. C'est pourquoi, dans la continuité du texte de la France insoumise,
le groupe Nouvelle Gauche déposera prochainement une nouvelle proposition de loi afin d'expérimenter l'abaissement du taux d'incapacité de 25% à 10%. Notre groupe s'opposera à la motion de rejet préalable présentée par le groupe de La République En Marche. Mesure vexatoire et injustifiable qui aura pour conséquence d'éteindre immédiatement le débat et d'empêcher l'examen des différents amendements des groupes politiques. Mes chers collègues, je vous remercie. Merci, monsieur.